Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le troisième vendredi du mois, on parle investissement et placement avec les équipes du Café de la Bourse. Et c'est Clémence Tanguy qui est à mes côtés en plateau, responsable éditoriale du Café de la Bourse. Bonsoir et bienvenue Clémence. On s'intéresse à vous, c'est ce que je disais en introduction de l'émission tout à l'heure, choisir la bonne enveloppe. Quand on veut débuter l'investissement en bourse, il faut trouver la bonne enveloppe adaptée à ses objectifs, à son style d'investissement. Et évidemment, il y a une enveloppe qui vient tout de suite en tête quand on pense bourse, c'est l'enveloppe du PEA. PEA, voilà. Alors, c'est l'enveloppe la plus connue, plan épargne en action. Alors, le PEA, alors son avantage énorme par rapport aux autres, clairement, c'est sa fiscalité. Puisque, au-delà de 5 ans de détention du plan, en cas de retrait, il y a une exonération totale d'impôt sur les plus-values. Il y a seulement les prélèvements sociaux, évidemment, de 17,2 qui restent dus. Mais voilà, ça, c'est clairement le point majeur. Alors après, il y a quand même des inconvénients à cette enveloppe, donc qu'il faut bien avoir en tête. D'abord, il y a quand même une très grosse restriction en matière de titres. Donc on peut investir seulement dans des sociétés cotées dont le siège social est situé en Union européenne, ou alors dans l'espace des États de l'espace économique européen qui ont une convention fiscale avec la France. Donc clairement, vous ne pouvez pas investir sur Tesla ou les valeurs chinoises. Alibaba, Oui, c'est exactement. Ça, c'est pas possible. Mais après, il y a quand même des moyens détournés d'y arriver en passant par des OPCVM, par des ETF. Mais bon, le choix sera quand même plus restreint. C'est pas fait pour ça. Mais effectivement, j'ai l'impression que les fournisseurs de produits, comme vous dites, sont en train de travaillent de plus en plus à des solutions pour s'exonérer de ce genre de contrats. Et puis aussi, on ne peut pas investir dans n'importe quelle classe d'actifs. Donc par exemple, les produits dérivés, c'est pas possible. On ne peut pas avoir recours à l'effet de levier, on ne peut pas avoir recours au SRD, le système de règlement différé. Donc c'est pas possible de mettre en place des stratégies d'investissement sophistiquées. Donc on ne va pas pouvoir protéger son portefeuille avec des options put par exemple. On ne va pas pouvoir doper la performance de son placement avec l'effet de levier, ça c'est impossible. Donc le PEA, à qui ça s'adresse ? Ça s'adresse à l'investisseur bon père de famille qui prend pas trop de risques, qui veut investir sur le long terme. Après, il est quand même possible. On peut être actif quand même. Oui, ça s'adresse aussi aux investisseurs actifs qui veulent profiter de l'avantage fiscal de cette enveloppe pour tous les titres éligibles qui rentrent dans le PEA. Et puis, par ailleurs, ils ouvriront une autre enveloppe qui est le compte titre. Et oui, justement, voilà. Quand on parle PEA, souvent, on compare au compte titre. Alors, quelles sont les différences, l'avantage du compte titre versus le PEA Alors, l'avantage du compte titre, d'abord, il est disponible partout. Alors, les banques de réseau, les banques en ligne, les courtiers, les néo-courtiers, tout le monde le propose, ce qui n'est pas forcément le cas pour le PEA. Et puis, il n'y a pas de plafond. On peut en ouvrir autant qu'on veut chez différents intermédiaires. Voilà, exactement. Et puis, son gros intérêt, c'est que lui, il n'y a pas de restriction. Donc, on peut ouvrir des actions, on peut acheter des actions, on peut acheter des ETF, on peut acheter des OPCVM, on peut avoir recours au SRD, on peut avoir des produits dérivés, on peut investir dans des turbos, des varants, etc. Alors, sur le papier, comme ça, c'est idéal, mais dans les faits, c'est quand même assez différent parce que le courtier, il ne va pas forcément vous proposer tout. Non. Voilà. Vous ne pouvez pas investir dans n'importe quelle action du globe en vous disant super, j'ai un compte titre ordinaire, c'est bon, je peux y aller. Non, il faut quand même. Ça dépend de l'offre de son courtier. Il faut quand même voir quelle est l'offre du courtier et investir en conséquence. Et puis, donc ça, c'est quand même dans les gros avantages du compte titre. Les points faibles. En revanche, le point faible, alors clairement, versus c'est la PEA, fiscalité. Voilà, c'est la fiscalité. Vous êtes taxé à la flat tax, 30%. Et il n'y a pas moyen d'avoir un petit rabais. Il n'y a pas de dérogation. Il n'y a pas de dérogation. C'est comme ça. Et alors, du coup, c'est pour un investisseur qui est beaucoup plus actif, c'est pour des investisseurs plus sophistiqués, on peut dire ça, Clémence ? C'est pour les investisseurs plus actifs, plus sophistiqués, qui vont peut-être faire plus d'allers-retours sur leur titre. Et puis, c'est aussi pour les jeunes, par exemple, qui ont un plus petit capital, qui voudraient investir dans des actions fractionnées. Et puis, évidemment, c'est pour investir sur des actions hyper spécifiques dans des portions du globe qui ne sont pas couvertes par le PEA. Si vous voulez investir dans les émergents ou en Russie, va falloir investir via un compte titre. Action fractionnée, ça veut dire, par exemple, tout le monde n'a pas 1 000 € pour acheter une action Hermès. Voilà. Ça vaut 1 000 € ce soir. On achète un dixième d'action Hermès et on met seulement 100 €. Et pareil pour celles qui ont un nominal énorme, c'est Amazon ou d'autres. Apple, c'est possible d'en acheter seulement une portion. Oui, effectivement.
il ne faut pas oublier l'assurance vie. Alors c'est vrai que l'assurance vie, le nom de l'enveloppe fait qu'on pense assurance, décès, etc. Mais c'est aussi une enveloppe qui permet justement d'intégrer, en partie en tout cas, des actions et la bourse tout simplement. Exactement. Alors on l'oublie assez souvent, et d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui confondent encore assurance vie avec fonds euros, mais non, en assurance vie, on peut aussi investir en bourse via les supports en unité de compte. Alors évidemment l'avantage de l'assurance vie, c'est aussi la fiscalité. Alors c'est 24,7 d'imposition pour les contrats de plus de 8 ans. Enfin, si les encours dépassent pas 150 000 euros pour une personne seule, 300 000 euros pour un couple, donc il y a quand même un seuil, un seuil à avoir. Et puis il y a aussi les avantages en matière de succession, des avantages fiscaux, et puis la clause bénéficiaire qui permet d'avoir quand même un peu plus de choix. Ça, c'est le contrat d'assurance. Voilà, c'est le contrat d'assurance. Alors après, il y a quand même des points faibles, c'est-à-dire que les supports en unité de compte, l'offre varie considérablement selon le courtier. Donc, il y en a qui vont vous proposer 50 unités de compte, 100, il y en a qui sont à plus de 1000. C'est ça. Et puis, il y a quand même une grosse prépondérance des OPCVM. L'offre en ETF et en action, elle est quand même un peu plus limitée, même si là aussi, il travaille dessus. Ça évolue, et notamment les courtiers assurance vie en ligne proposent quand même des choses beaucoup plus intéressantes maintenant. Voilà. Oui, c'est pas que le fonds euro. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je crois que si vous ouvrez une assurance vie que vous voulez du fonds euro, vous êtes obligé quasiment d'avoir des UC, une part en UC minimale. Exactement. Tout à fait, oui. Alors, à qui ça s'adresse ? Eh bien, à monsieur tout le monde, en fait. À la personne qui a envie d'investir en bourse, mais sans y consacrer trop de temps, sans multiplier les enveloppes. On peut juste avoir une assurance vie. Et puis, à ceux qui sont aussi hyper averses au risque, puisque dans ces cas-là, ils mettent une grosse partie de leur capital sur le fonds euro qui est garanti. Qui reste garanti. Voilà. Et puis, une petite portion en unité de compte pour essayer de doper quand même un peu la performance du placement, parce que, le fonds euro, il rapporte plus grand-chose. Oui, c'est ça. Effectivement, on en parlait à la mi-journée là, avec des nouveaux produits d'assurance, de fonds hybrides qui sortent. Bon, grosso modo, c'est 70% fonds euros, 30% UC aujourd'hui. C'est à peu près la répartition qu'on a pour les nouveaux arrivants sur des supports d'assurance vie. Est-ce que je peux avoir aussi des actions en direct sans passer par aucune de ces enveloppes? Alors c'est possible. Clémence. On peut investir en direct dans des actions sans avoir un compte titre, sans avoir un PEA, sans avoir une assurance vie. Alors dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle la détention nominative pure. Alors concrètement, le principe c'est quoi? Ça veut dire que l'actionnaire, il ouvre un compte dédié auprès de l'intermédiaire financier que la société cotée a choisi pour la détention de ses actions. D'accord. Alors là aussi, il y a des avantages. Alors d'abord, les documents sont envoyés à l'actionnaire, donc la lettre aux actionnaires, les rapports annuels, les convocations aux assemblées générales, tout arrive directement dans votre boîte aux lettres, donc c'est quand même pratique. Il n'y a pas de droit de garde non plus, donc ça c'est quand même un point sympa à relever, même s'il y a quand même beaucoup de courtiers qui aujourd'hui ne facturent plus de droit de garde, quand même. Et puis, dernier avantage, pour certaines actions, au bout d'une certaine durée de détention, vous pouvez avoir des dividendes majorés ou un droit de vote double en assemblée générale, donc il y a quand même... on a plus d'avantages quand on est actionnaire au nominatif comme ça, comme vous dites, que quand on passe par des intermédiaires ou des fonds ou des enveloppes. Tout à fait. C'est pour ça que l'actionnaire nominatif est choyé par exactement. Donc il y a quand même des investisseurs individuels français qui ont recours au nominatif pur. Et là, c'est une logique d'investisseur de long terme. Une logique d'investisseur de long terme, parce que clairement, ça veut dire qu'on a un compte dédié pour chaque entreprise. Entreprise. Donc on ne sort pas en permanence. Ça veut aussi dire que ça complexifie clairement la gestion de son portefeuille, parce qu'on n'a pas un seul compte sur lequel on a tout, mais on en a plein. Et puis ça complexifie aussi la déclaration de revenus. Et puis, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les frais de transaction à l'achat comme à la vente sont quand même souvent beaucoup plus élevés que chez la plupart des banques et courtiers en ligne. D'accord. Bon, mais ça donne un statut à part. Ça donne un statut d'actionnaire un peu différent. Exactement, c'est tout à fait ça. Merci beaucoup Clémence. Merci beaucoup pour tous ces éléments que vous nous apportez sur les enveloppes qui vous permettent de faire vos débuts ou d'investir en bourse. Si vous êtes déjà investi en bourse, quelques éléments de rappel autour de ces différentes enveloppes incontournables quand on veut placer son argent, investir son argent sur les marchés boursiers. Clémence Tanguy était avec nous en plateau ce soir pour ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, responsable éditorial du Café de la Bourse.